Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libérer la bête, dans lequel nous partageons toute la matière dont un entrepreneur a besoin pour grandir et faire grandir la boîte qu'il a dans les tripes. Je suis accompagnée de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Est-ce que tu veux nous faire ton check-in s'il te plaît? Un petit check-in, ça me fait plaisir de te retrouver pour ce rendez-vous qui est assez rafraîchissant à chaque fois qu'on le fait, là, même si on est au démarrage de ces épisodes. Ça me fait hyper plaisir de te retrouver pour ce moment. Merci. De mon côté, tout pareil. Et je suis contente qu'on parle du sujet qu'on a choisi aujourd'hui, qui est le sujet des aquariums. De l'aquarium. Enfin, c'est le sujet qu'on a choisi. Comment tu le décrirais, toi? Comment je vais décrire cette histoire d'aquarium? J'aime bien prendre des images, j'appelle ça des poignées, c'est-à-dire une façon de voir les choses qui va permettre d'être appropriée très facilement et puis qu'on va pouvoir emmener dans notre vie de tous les jours assez facilement. Donc cette notion d'aquarium, en quoi ça consiste? Ça consiste à assumer qu'on vit chacun d'entre nous vit dans une espèce de bulle dont il n'a pas vraiment conscience. Et donc c'est cette image d'aquarium, mais c'est même en fait un aquarium à facettes. C'est comme si on était tous immergés dans une bulle qui est. Alors dans ma tête, elle ressemble à un ballon de foot, c'est-à-dire qu'il y a des facettes différentes, et chaque facette, ça va être une limitation dans notre vie dont on est la plupart du temps pas vraiment conscient. Alors, exemple de limitation, ça peut être des habitudes qu'on a et dont on n'est pas conscient. Entre autres parce que on pense qu'en fait tout le monde les a et que c'est normal, c'est universel de fonctionner comme ça. Ça peut être des croyances. Il y a entre autres cette notion de croyances limitantes, mais c'est pas forcément des croyances limitantes, des croyances dans l'absolu. On a des peurs qui vont nous servir un petit peu de repoussoir parce qu'on n'osera pas vraiment trop les regarder et puis à chaque fois qu'on va s'en approcher, ça va nous créer une petite décharge. Il y a des traumas qu'on a vécus, qu'ils soient conscients ou pas conscients, des blessures qu'on a vécues, conscientes ou pas conscientes. Et donc tout ça, c'est autant d'obstacles, de petites parois, de petites cloisons qui nous entourent. Et dans l'immense majorité des cas, en fait, on a l'impression d'avoir une certaine liberté, mais il y a cette paroi-là, cette paroi de verre, qui nous empêche d'aller dans une autre version de nous-mêmes ou d'aller explorer les terrains de jeu, parce que c'est entre les deux. Et donc on se retrouve un peu emprisonné, chacun d'entre nous, dans notre propre aquarium. Est-ce que c'est clair? OK, si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que du coup, on a l'impression de voir au-delà de l'aquarium puisque du coup, c'est transparent, donc on Exactement. se rend pas compte qu'on est limité. Mais quand on veut y aller, en fait, on peut pas parce qu'on a cette paroi qui nous empêche d'avancer et cette paroi, du coup, tu disais, ça peut être des habitudes, des croyances limitantes, des peurs, des traumas? Oui, c'est ça, un peu des blessures aussi, qui sont liées au trauma souvent. Des blessures d'abandon, de trahison, etc. C'est une bonne... Enfin, en tout cas, là où j'en suis de mes recherches, je pense que si on cherchait à catégoriser les différentes facettes qui peuvent nous retenir dans cet aquarium, on aurait ces différentes catégories-là. Et OK. c'est exactement l'image que tu décrivais. On voit à travers, c'est un Mmh. aquarium bien propre. C'est-à-dire, c'est pas comme un aquarium de poisson rouge qui a pas été nettoyé pendant 3 semaines, quoi, où c'est tout vert et tout. Non, c'est vraiment bien propre et c'est juste impossible. On a cette image, c'est une version plus fine, je trouve, que l'image de plafond de verre. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, d'entrepreneurs qui ont l'impression d'atteindre un plafond de verre dans le développement de leur boîte ou dans leur propre développement personnel à l'intérieur de leur boîte. Ce que j'aime pas trop dans cette image de plafond de verre, c'est que donc c'est comme s'il y avait une seule facette, un seul plafond, et Mmh. puis j'aime pas non plus le fait que ce soit forcément vers le haut, parce que c'est lié à une espèce d'injonction de croissance à outrance, etc., moi qui me parle pas forcément et qui parle pas à tout le monde. Là, cette image d'aquarium, je trouve ça beaucoup plus juste en fait, parce que ça nous bloque dans tous les pans de notre vie. Ouais, ça nous empêche de changer, quoi, tout simplement. C'est pas forcément une notion d'aller vers le haut, mais peut-être d'aller juste plus loin, explorer d'autres choses. En tout cas, la façon dont tu l'expliques, ça me fait me représenter cet aquarium au milieu d'un océan Ouais. et du coup, de pouvoir aller de plus en plus loin dans cet océan. Mais donc du coup, comment on fait pour, hem, qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait, de cet aquarium? Est-ce qu'il est modulable? Qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire avec? Euh, Alors pour prolonger l'image, on vit tous dans un aquarium, c'est-à-dire que toute notre vie, moi qui ai beaucoup travaillé sur mon aquarium, je vis toujours dans un aquarium.
d'accord ? C'est juste un aquarium un cran plus vaste, si on pousse l'image que celui ou ceux dans lequel j'étais précédemment, mais on est toute notre vie dans un aquarium. Et donc l'idée n'est pas de sortir de l'aquarium, l'idée est de changer l'aquarium, d'accord ? Et d'être aligné en fait avec l'aquarium dans lequel on est. Être aligné avec l'aquarium dans lequel on est, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être parfaitement conscient de cet aquarium et accepter cet aquarium. Et du coup, c'est pas une obligation d'aller changer d'aquarium et dans un aquarium toujours plus vaste. Il y a un moment où on va se retrouver dans un aquarium qui nous convient très bien en fait. Ok, super. Voilà, il n'y a pas vraiment d'injonction de changer toujours et toujours. Et qu'est-ce qu'on en fait ? La première étape, comme quasiment pour tous les changements, c'est de prendre conscience de son aquarium. Et c'est une étape juste colossale dans le process. Cet aquarium, il intervient dans tous les pans de notre vie, tu vois, vie de famille, vie de couple, rapport avec les autres, rapport avec les enfants en particulier, rapport avec ses parents. Dans la sphère business, il apparaît dans toutes les parties de la boîte. Et du coup, en prendre conscience, c'est-à-dire prendre conscience de ses habitudes, prendre conscience de ses croyances, prendre conscience des traumas qu'on a pu vivre, prendre conscience de ses peurs, etc. Est-ce que ça répond à ta question ? Ouais, dans ce que je comprends dans ce que tu partages, du coup, c'est que finalement, c'est pas un but dans la vie d'aller, élargir notre aquarium ou sortir de notre aquarium, mais ce qui est important dans cette notion, dans cette image, c'est d'avoir conscience qu'on est dans un aquarium pour quelque part s'assurer que c'est l'aquarium qui nous convient et si c'est pas le cas, de pouvoir se créer l'aquarium dans lequel on se sent le mieux, quoi. C'est exactement ça, ouais. Et je peux prendre quelques exemples peut-être, parce que la plupart du temps, en fait, on hérite. Cet aquarium, c'est pas moi qui... Enfin, si je parlais juste de ce qui m'arrive à moi, hein, c'est pas... je me suis rendu compte ces 10 dernières années que l'aquarium dans lequel j'étais, dans lequel j'évoluais, je vais prendre plutôt du coup mes premières années de travail sur moi, il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que l'aquarium dans lequel j'étais ne m'appartenait pas. Enfin, c'était un aquarium dont j'avais hérité dans une immense proportion. Voilà, j'ai pas 90-95%, c'est un aquarium dont j'avais hérité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que j'avais hérité de croyances de ma famille. C'est évident. Hein. Sur le rapport à l'inconnu, sur le rapport au risque, tout ça, j'ai hérité de ça. Et j'en ai pas spécialement conscience, parce que j'avais un peu l'impression que tout le monde fonctionnait comme ça. J'ai hérité de peur de manquer. Voilà, j'en ai hérité de ma famille. J'avais des croyances en tant que salarié sur les différents types de management, et du coup, je m'étais fait une espèce de certitude comme quoi le management, ça fonctionnait de telle manière, plutôt de façon hiérarchique. Ça m'appartenait pas du tout, ça. Quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai baigné dans le milieu des startups, et du coup, j'ai hérité des croyances du milieu des startups, qui sont que pour vendre un produit logiciel, il faut faire une démo. Ok, en fait, ça m'appartenait pas. Aujourd'hui, je sais bien que pas forcément la manière la plus subtile de faire. En tout cas, la façon avec laquelle sont faites les démos dans l'immense majorité des boîtes, en fait, c'est toxique pour la vente, quoi. J'ai hérité de la croyance que si on veut développer une boîte qui va vite et bien, il faut lever des fonds. Bon, en fait, c'est une croyance. Il y a certains cas dans lesquels, effectivement, c'est pertinent, puis pas mal de cas dans lesquels c'est pas si pertinent que ça. Et donc, petit à petit, depuis 10 ans, je me suis attaché à aller mettre la main vraiment sur chacune des facettes. Souvent assez désagréable, en fait, hein, parce que c'est notre inconscient qui déteste le changement, il aime pas ça du tout, quoi. Quand on va aller toucher, faire toc-toc sur ces facettes-là, ça le met en panique. Et ça fait la passerelle avec le podcast précédent qu'on a fait sur la petite voix. C'est la petite voix, tac, elle se déclenche quand on va faire toc-toc sur une facette d'aquarium. Et donc, je suis allé poser la main sur chacune de ces facettes, explorer un peu les contours, ce que ça voulait dire, etc. Et puis, à chaque fois, je me suis posé la question, cette facette-là, est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que je la garde ou est-ce que non, elle me convient pas, quoi ? Que je sache ou non par quoi la remplacer, mais vraiment une belle question qui est, est-ce qu'elle me convient, cette facette ? Puis si j'ai le sentiment qu'elle me convient pas, elle commence un petit boulot de recherche de ok, par quoi est-ce que je la remplace ? Un cran plus vaste, un cran plus loin. Ça te parle, ces images d'aller explorer, mettre la main dessus et Oui, alors du coup, quand tu me racontes ça, moi, ce que j'imagine, c'est que finalement, ton approche du développement personnel ou en tout cas de ta façon d'évoluer, c'est de faire un peu le tour de ton aquarium, d'aller voir justement toutes ces parois pour chacune des facettes, de dire: «Ah tiens, il y a ça ici. Pourquoi c'est là? Est-ce que vraiment c'est à moi? Et effectivement, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Est-ce que j'ai envie de la laisser comme ça ou est-ce que j'ai envie de
de comprendre ce que ça veut dire, où ça peut aller et comment ça peut éventuellement changer si ça me convient pas, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et si je fais une priorisation, si on veut, entre le pourquoi c'est là et ce que vraiment c'est à moi, pendant pas mal d'années, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi c'est là. Et mais du coup, en essayant de rationaliser le truc dans ma tête, de comprendre quels étaient les schémas, enfin d'où j'avais hérité de telle habitude ou de telle croyance ou de telle peur ou de tel trauma, etc. Et le temps passant, je me rends compte que c'est plutôt une voie longue. Enfin, en fait, pour l'immense majorité des gens, c'est quand même déjà une voie relativement rapide par rapport à tout ce qui existe. Hein, mais en fait, quand on travaille un peu, quand on prend l'habitude d'aller mettre la main sur ces différentes facettes et de les challenger un petit peu, euh, la deuxième question que tu as posée, qui est est-ce qu'elle m'appartient vraiment, quoi. Est-ce que je suis à l'aise avec cette facette-là? Enfin, petit à petit, c'est la seule question qui compte. Et Mmh. d'où ça vient, pourquoi, est-ce qu'il faut que je comprenne, etc., comment c'est arrivé, ça devient aujourd'hui pour moi assez anecdotique en fait. Il Mmh. y a des fois où je comprends, je me dis ah ouais, tiens, c'est marrant, dis donc, c'est quand même assez alambiqué le process qui a fait que j'ai j'ai été ce truc-là, ou ah ouais, dis donc, j'avais jamais vu ça comme ça, et ok, j'accepte que ça m'ait collé dessus comme un sparadrap toute ma vie, quoi. Et je finis par écouter juste est-ce que ça me parle cette croyance, ce comportement, ou est-ce que non, en fait, c'est pas très aligné, on va essayer de trouver autre chose. Et c'est vachement plus simple, hein. Mais j'ai mis du temps avant d'arriver à ce lâcher prise là sur le où est-ce que comment ça s'est créé dans ma tête. C'est clair, ouais. Mmh. Mais conclusion, finalement comprendre pourquoi, c'est pas indispensable pour avancer, quoi. Non, et ça aussi, c'est une énorme croyance. Donc c'est une énorme facette de l'aquarium chez beaucoup de gens, qui que tant qu'en fait ils sont pas compris, euh, ils vont pas oser le travailler. Ça c'est lié Mmh. à des facettes qu'on retrouve très souvent. Bon, j'ai pas listé les peurs classiques tout à l'heure, mais le top 5, 10 des peurs, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre le contrôle, la peur de perdre l'estime des autres, la peur de perdre sa crédibilité, etc. C'est juste colossal, quoi. C'est viscéral, c'est un chacun de nous, et donc ça crée toute une série de facettes. Et souvent d'ailleurs, ce réflexe d'aller comprendre pourquoi est-ce que on a hérité de telle ou telle facette, et ça vient d'une peur de perdre le contrôle, en fait. C'est régi par une peur de perdre le contrôle. Mmh. Ou si je comprends pas, ça veut dire que je contrôle pas, et si je contrôle pas, je peux pas y aller, quoi. Tu vois. Voilà ce qui me vient Mmh. là-dessus. Ah, c'est intéressant, depuis tout à l'heure quand tu me parles d'essayer de comprendre et cetera, ça me fait un peu écho à la vision que j'ai du psy et du coach où, alors peut-être que c'est très schématique, hein, et que c'est beaucoup plus subtil que ça, très probablement, mais je vois un peu le psy justement, on va voir un psy pour essayer de comprendre pourquoi, d'où viennent les choses et on va plutôt voir un coach pour aller au-delà du truc, même si on l'a pas compris en fait, mais de constater que le truc est là et puis d'aller au-delà et d'avancer vers là où on a envie d'aller. Est-ce Ouais. que ça te parle ça? Oui, oui, ça résonne tout à fait, hein. Et même je mettrais chez les coachs, je mettrais plusieurs niveaux. Euh, Il y a des coachs qui vont plutôt travailler malgré tout avec la tête, hein. Donc c'est-à-dire de dépasser un peu délibérément cette facette de l'aquarium, même si on n'a pas parfaitement compris le pourquoi du comment de la facette. Et puis il y a des coachs qui sont souvent plus énergéticiens, quoi, qui vont pareil, qui s'appellent énergéticien, coach, enfin que quelle que soit l'étiquette en fait qu'ils se mettent, c'est des gens qui travaillent beaucoup moins avec la tête, qui travaillent en dessous avec le cœur, avec les tripes, et qui vont aller chercher ces moteurs là pour aller dépasser la facette de l'aquarium. Mmh. Qui font Et dépasser, vraiment sans du coup parler du tout de enfin sans les creuser du tout ce côté facette quoi. C'est juste elle est là, OK, on la dépasse, mais mais on la pas avec dépasse, la tête. et sans, enfin en coupant complètement la tête. Enfin, moi c'est vrai que c'est du coup des approches que je pratique de plus en plus aujourd'hui. C'est même mes approches principales, hein, d'aller de plus chercher à comprendre du tout, ni d'où ça vient, ni ce que ça génère, ni je me dis juste, ok, est-ce que je suis à l'aise avec cette facette? Je prends conscience de la facette. Est-ce que je suis à l'aise avec cette facette ou pas? Et là, c'est pas ma tête qui répond, hein, c'est plutôt dans les tripes que ça répond, quoi. C'est dans le ventre, quoi. Ça me parle pas. Mmh. Et puis si elle me parle pas, bah, les process que j'utilise ou sur lesquels je suis accompagné permettent d'aller reprogrammer, si on veut, la facette ou dézinguer la facette, mais sans passer par la tête. Mmh. Ça paraît peut-être un peu perché, en tout cas à ceux qui sont pas habitués en fait à fonctionner sans leur tête, c'est-à-dire sans passer, sans rationaliser le truc, etc. Ça paraît souvent
très très ésotérique ce que j'ai dit là. Mais je trouve que ça marche vraiment redoutablement bien. C'est d'une vitesse, c'est d'une rapidité incroyable. Oui et en même temps, c'est pas si perché que ça parce que, enfin, je veux dire, on peut le voir de manière très pragmatique. Quand il y a des choses, des fois, dont on prend conscience, hem, intellectuellement, la croyance, on l'a pétée et pourtant, viscéralement, ça change rien parce qu'on n'arrive pas à dépasser la peur, on n'arrive pas à faire le truc, même si on a pété la croyance limitante, on a pété le truc qui intellectuellement bloquait jusqu'à maintenant et malgré tout, bah, on n'arrive pas à avancer. Donc je pense que ça peut se comprendre sans voir le côté, un peu magique ou perché du truc, de comprendre qu'à un moment, il faut que ça descende dans le corps au-delà de la tête, quoi. Que quand ça nous prend encore aux tripes, c'est qu'il y a encore un truc à faire péter, autrement. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un moyen possible. Et je dis pas que c'est pas possible de changer les facettes en utilisant uniquement la tête, hein. Ça marche. Et c'est juste que ça va mettre plus de temps, puis on va pas pouvoir faire péter toutes les facettes. Mais quand on descend dans le corps, dans les tripes, etc., je constate juste de mon expérience que c'est plus rapide, beaucoup plus Mmh. puissant, et, euh, et que ça libère, enfin, ça libère une énergie de dingue, quoi. Il y a il y a quelque chose qui me venait à la suite au rebond que tu as fait. C'est les moments où en fait notre aquarium change malgré nous, parce que ça arrive dans la vie. Et ça arrive, mais c'est souvent extrêmement violent. Mmh. Donc on a quasiment tous vécu des moments où on a été enfin souvent c'est des coups durs, hein. Moi j'appelle ça des cadeaux pas très bien emballés de la vie, quoi. Et c'est une expression que j'aime vraiment beaucoup, hein. C'est pas de moi, je sais pas de qui c'est d'ailleurs. Euh, c'est des moments où on va se prendre enfin une ou plusieurs facettes vont exploser d'un coup, quoi. Soit parce que il nous arrive un coup dur et puis on comptait sur des gens qui disparaissent totalement des radars et ça nous bouscule tellement que ça remet en question en fait tout notre système de croyances. Soit parce qu'on est confronté à la mort, à la maladie, enfin un truc qui de toute façon nous sort de notre aquarium, qu'on le veuille ou non, quoi. Et Mmh. on se rend compte, et c'est souvent très désagréable, hein, parce qu'on se retrouve baigné dans un bain, dans un monde qui est plus du tout le nôtre. Et du coup, là, on est juste forcé de constater que oui, il y avait une facette, mais elle est derrière nous. C'est plus juste qu'elle est devant nous. C'est souvent très très violent. Et ça amène à se poser des questions. Et donc, quand on entend sur les conférences TED, TEDx, etc., ça commence quasiment toujours par il m'est arrivé tel coup dur et j'ai Mmh. pris conscience que. Et ben là, ça, c'est exactement voilà, la personne a posé la main sur sa facette ou les débris de la facette, et souvent ça induit un changement majeur. Et c'est vrai dans les boîtes aussi, hein. Les pivots, on parle beaucoup de pivots dans le monde des startups. Un pivot, c'est un changement d'aquarium. Plus ou moins conscient, plus ou moins choisi, plus ou moins délibéré. Et c'est la boîte à un moment a pris conscience d'une manière ou d'une autre qu'en fait, il y avait une énorme limitation quelque part. Elle a choisi de faire péter cette limitation. Ça peut être Mmh. sur son marché, sur son produit, sur son offre, peu importe. C'est un changement d'aquarium. Mmh. Effectivement, ouais, ça me parle beaucoup, dans plein de situations. Tu es face à quelque chose où en fait, tu pas le choix de faire autrement que ce que tu faisais avant. Moi, quand tu parlais de ça, ça m'évoquait, quand je me suis, séparée du père de mes enfants. Sur le coup, pour moi, j'avais la croyance que c'était impossible pour moi de m'occuper de mes enfants seule. Et c'était vraiment c'était une peur, c'était très, très, très ancré, quoi. Et donc une croyance très ancrée et bah, quand on s'est séparés, forcément, j'ai été obligée de m'occuper de mes enfants seule et je me suis rendu compte que, bah, en fait, si, c'était tout à fait possible. Mais j'étais face à la vie, quoi. J'étais obligée de faire et du coup, j'ai été obligée de me rendre compte que, bah, en fait, ça a changé, quoi. Hem, Ça m'évoquait autre chose par rapport, à l'entreprise. Heu Oui, bah, les différents coups durs que tu peux avoir, tu parlais de personnes, d'associés, qui s'en va ou un cataclysme comme le Covid qui peut changer quand même pas mal de choses, hein, dans le quotidien d'une entreprise. Moi, j'ai vu, des personnes, qui faisaient, des mariages, qui ont dû complètement se réinventer, qui auraient probablement pas pu le faire avant, mais le coup dur a dû faire appel à de la créativité et pour être créatif, il faut pouvoir faire péter, les croyances et les barrières. Ouais, et ça, c'est une vraie compétence d'arriver à les accueillir, en fait. La plupart du temps, c'est quand même vu
on a tous une énorme propension à se mettre en mode victime quand ça nous arrive. Et à se dire, oh là là, mais pauvre de moi, quoi. Il m'arrive ça s'appelle un signe noir, hein. C'est ces événements improbables qui changent complètement le paradigme dans lequel on vit, c'est-à-dire le contexte dans lequel on vit. Un signe noir, un signe comme l'animal. Parce qu'un signe noir, en théorie, ça n'existe pas. Et puis le jour où on en voit un, on se rend compte que, ah ouais, c'est juste complètement dingue. Un truc que je croyais ancré pour toujours, que les signes sont blancs, en fait, ça explose. Très bon bouquin, le Signe noir, à lire sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on réagit face à un changement d'aquarium massif qui ne vient de nulle part. Donc le Covid, les conséquences du Covid, les décisions qui ont été prises pendant le Covid il y a pas mal de signes noirs qui se sont enchaînés. C'est cool. Moi, à force, du coup, avec le temps, j'ai appris à apprécier ces cadeaux-là. Bon, les premières fois, c'est quand même à chaque fois extrêmement violent, hein, parce que notre monde s'écroule. Et puis, c'est finalement un entraînement d'arriver à se dire, tiens, mais ok, quelle facette de l'aquarium ça met en lumière, ça? Intéressant. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ça fasse le moins mal possible? Et puis, comment est-ce que je peux transformer ça en un truc plutôt positif, qui me tire vers le haut plutôt que qui me tire vers le bas? Et c'est effectivement cette période de Covid a créé du coup un séisme dans l'aquarium de pas mal de monde. Sur leur rapport au travail, sur leur rapport à la maladie, sur leur rapport à la sécurité, sur leur rapport aux autres. Et c'est sport, hein, c'est pas pour rien là qu'il y a énormément de gens qui se posent des questions sur mais est-ce que je veux rester salarié ou est-ce que je veux entreprendre, énormément d'entrepreneurs qui se disent mais en fait la boîte que j'ai créée, est-ce que je suis encore aligné avec cette boîte là, ou est-ce qu'en fait j'ai accouché d'une boîte qui présente bien sur le papier mais qui correspond pas du tout ou très peu à ce que j'ai envie de rayonner, d'incarner. Ça secoue, hein, ça secoue vraiment très fort. Ça me fait penser d'ailleurs là dans ce que tu es en train de dire par rapport au Covid, que ça a secoué beaucoup et que ça a fait péter l'aquarium de pas mal de monde. C'est que du coup, dans ces moments un peu de cataclysme ou de changement important, tu peux être, comment dire? Tu peux être soumis à de nouvelles croyances qui t'appartiennent toujours pas. Ouais. Effectivement, ouais. Ouais, c'est hyper drôle. Ouais, c'est puis le Covid est un bon exemple, hein, parce que tous les différents courants, trop de complotistes, etc. Il y a du coup, c'est des aquariums, c'est aquarium contre aquarium, ces trucs-là. Et des aquariums qui sont très très épais vont être plutôt attirants en fait, très épais, c'est-à-dire très très sur d'eux, avec du coup tout un système de croyances qui a l'air de tenir debout. Je porte aucun jugement en fait sur aucun de ces aquariums-là. Moi, quand je vois le Covid, je vois juste que des aquariums partout qui sont en train de jouer aux auto-tamponnaises les uns contre les autres. Donc les aquariums individuels, et puis chaque individu a hérité des aquariums de sa famille là-dessus, du groupe de gens dans lequel il évolue professionnellement, etc. Et bam, et ça tape de partout. Je trouve ça juste c'est la fête foraine, quoi. Et autant, tu vois, dans les postures que je recommande pour être vraiment très vigilant sur son aquarium, il y a la posture du doute, c'est-à-dire de douter de tout en permanence. Mais douter de tout en permanence, ça ne veut pas non plus dire croire tout ce que disent ceux qui doutent. C'est aussi douter de ce que disent ceux qui doutent. Donc 5e accord Toltec, hein, soyez sceptiques. Voilà, soyez sceptiques. Matin, midi et soir. Mais c'est très déstabilisant, ça demande une énergie de dingue d'être sceptique. Parce qu'on a quand même besoin d'un minimum de points fixes dans notre vie, de trucs sur lesquels on peut s'appuyer, se reposer. C'est dire ça, vraisemblablement, ça va pas trop bouger comme croyance pendant un temps. Voilà, puis avec l'entraînement, c'est comme tout ce que j'ai partagé depuis le début de cet échange, avec l'entraînement, ça devient assez naturel. Moi, j'ai quasiment plus aucune certitude, en fait. Enfin, et je vis assez bien avec ça. Tu te méfies des certitudes. Si, c'est assez vertigineux, en fait. Je pensais du coup à ces mouvements où tout est un peu chamboulé et où tu hérites des croyances des autres. Ça m'a fait penser aussi à la maternité ou à la paternité probablement aussi, mais je ne connais pas la paternité personnellement. Où tu as avoir un bébé qui arrive dans ta vie, ça bouscule quand même énormément de choses. Et là, c'est le meilleur moment où tu hérites de toutes les croyances de tous les gens autour de toi. Il faut faire super gaffe. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier enfant,
bah, j'écoutais tout le monde et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que non, en fait, ça marchait pas. Ça me rendait folle, ça me rendrait malheureuse, j'arrivais pas à gérer et où je me suis posé des questions sur, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux faire de ma maternité? Qu'est-ce que je veux faire, de la relation que j'ai avec mon enfant et cetera. Ouais. Et dans l'entreprise, je pense que c'est un peu la même chose. Même si tu viens de faire une levée de fonds, par exemple, tu as, à ce moment-là, tu as, du coup des investisseurs, qui sont à ton board et qui vont avoir toutes leurs opinions, de leur point de vue et cetera. Donc des nouvelles croyances, des nouveaux paradigmes qui viennent faire toc toc sur ton aquarium. Il y a toujours ouais, c'est bien, mais il faut faire attention, quoi. Oui, en fait, c'est à chaque transition de vie, hein. Et donc, que ce soit Mmh. une transition de vie mineure ou majeure. Donc, transition de vie, bah, le fait d'avoir des enfants, pour les personnes qui se marient, souvent c'est des transitions de vie majeures, de créer une entreprise, de passer certains seuils dans le développement d'une entreprise, passer les 100 000 euros cumulés. Moi, je réfléchis plutôt en euros cumulés, je trouve que c'est plus significatif en fait que qu'en chiffre d'affaires par an, mais passer les 100 000 cumulés, le million cumulé, etc. On hérite à chacune de ces transitions de vie du système de croyance de la nouvelle famille finalement dans laquelle on arrive, qu'on soit conscient de cette famille ou non, qu'on soit conscient des systèmes de croyance ou non, et dans l'immense majorité des cas, personne n'est conscient des systèmes de croyance. Du coup, c'est comme si on téléchargeait sans avoir la petite coche acceptée, quoi. Et du coup, tu télécharges tout ça et ça crée un bordel sans nom. Ça vient bousculer pas mal de choses. Tous ces gens-là sont bardés de certitudes. Enfin, et ce nouvel écosystème dans lequel on arrive prend ses croyances pour des certitudes dans l'immense majorité des cas. Et Mmh. du coup, tu assènes ça comme des vérités, des nouvelles vérités universelles, alors que ce ne sont que des croyances. C'est drôle, c'est à chaque fois pareil. Il se passe du coup une phase de chaos dont on pourra faire un podcast, je pense, parce qu'elle est assez spécifique, cette phase de chaos, et dans laquelle on est complètement perdu. Et puis suite à cette phase-là, voilà, soit on fait un petit retour arrière, on dit non, mais en fait, c'est tellement violent que ça me convient pas du tout. Je retourne dans mon aquarium précédent, soit on arrive à intégrer les nouvelles croyances en faisant le tri entre celles qu'on garde et puis celles qu'on n'a pas envie de garder. Et ça donne accès à une espèce de nouvelle version de nous-mêmes. D'ailleurs, Alors, ouais. est-ce que on peut, selon toi, revenir dans un ancien aquarium, qu'on a quitté? On peut. Bonne question. La plupart du temps, ça se passe des aquariums de plus en plus vastes. C'est-à-dire que enfin, en tout cas, les chemins de vie auxquels je suis habitué, et puis, enfin, que je constate, et puis le chemin de vie que j'ai vécu, à chaque fois, ça grandit d'un cran. C'est-à-dire que mon aquarium N+1, il a le recul nécessaire pour trouver une place à l'aquarium précédent. Et donc, il met en perspective l'aquarium précédent. Euh, Et ce qui est clair, c'est que quand on est à l'aquarium suivant, si on veut, en place, ça permet de créer une relation qui est beaucoup plus respectueuse avec ceux qui ont des aquariums différents. Parce qu'on a de plus en plus conscience du coup des limites de son aquarium, on est du coup de plus en plus conscient aussi des limites de l'aquarium de l'autre, et au lieu de lui taper dessus sur son aquarium, on va l'aider à se mettre un peu en perspective. Après, le fait de revenir dans un aquarium, oui, tout à fait, il y a des... je sais, moi, si je prends l'exemple de levée de fonds, bah, il y a des personnes il y a des entrepreneurs qui ont envie d'aller jouer à ça, parce que ça les appelle, et puis ils sentent qu'il y a une espèce de parcours de développement personnel à jouer avec ça. Et puis, donc c'est conscient ou pas, hein, mais en tout cas, ils vont le faire, et puis ils se rendent compte qu'en en fait, non, ça leur correspond pas tant que ça, quoi. Et du coup, ils reviennent dans leur aquarium d'avant, qui est un aquarium où c'est un peu moins hyper croissance, enfin, en tout cas, les injonctions sont un peu moins autour de ça. C'est un peu plus, on construit une boîte qui est résiliente, une boîte qui est un peu plus à taille humaine, et puis ça leur va très bien, quoi. Donc oui, pour moi, on peut jouer, on peut naviguer entre les aquariums, il n'y a aucune difficulté à ça. Moi, je me rends compte que ce qui me parle, c'est des aquariums de plus en plus vastes à chaque fois, quoi. Ça répond à ta question, ça? Oui, je crois. Ouais, ouais. Hem, OK. Comment on utilise cet aquarium au quotidien? Qu'est-ce qu'on en fait, notamment dans le milieu professionnel? On en prend conscience, hein. Vraiment, première énorme étape, on en prend conscience et on utilise
le fait d'utiliser cette image-là est un outil extrêmement puissant pour en prendre conscience et pour en parler. On peut en prendre conscience par soi-même, mais c'est vachement plus facile si on met cette espèce de poignée, cette métaphore au milieu de la paroisse, en demandant de façon assez officielle aux personnes qui nous entourent, que ce soit dans notre famille ou que ce soit dans notre boîte, de dire bon, ben, je suis conscient que j'ai un aquarium, je suis pas conscient de chaque facette de mon aquarium, mais je suis conscient qu'il existe. S'il y a des moments où tu as l'impression que en fait je suis en train de buter sur une facette et que je le vois pas, est-ce que tu peux me le dire délicatement si possible, et puis bon, pas délicatement si tu peux pas, mais et est-ce qu'on peut même mettre ça comme deal en fait entre nous, que c'est ok d'aller faire toc toc sur l'aquarium de l'autre et lui faire comprendre qu'il y a peut-être une histoire d'aquarium. Ça aide énormément pour prendre conscience de son aquarium, et du coup ça aide énormément pour aller trouver des aquariums qui sont un peu plus communs, un peu plus vastes, un peu qui prennent le meilleur de chacun des aquariums. Même technique que pour la petite voix, puisque finalement la petite Ouais, tout voix à fait. c'est jamais qu'un indicateur de la paroi de l'aquarium. Ouais, si je pousse la métaphore, pour moi, la petite voix, donc c'est ce qu'on entend là, ce saboteur qu'on entend à l'intérieur, saboteur, c'est la version péjorative, hein, mais c'est quand même la petite voix nous est utile dans plein de moments de notre vie. Et juste, c'est toxique quand elle continue dans des schémas qui ne nous sont plus nécessaires. Cette petite voix, c'est comme une ligne électrique à l'intérieur de l'aquarium. Dès qu'on s'approche d'une facette, on se prend une petite décharge qui nous dit ah, va pas là, c'est pas bon, quoi. Laisse-la tranquille. Voilà, laisse-la Touche pas. tranquille. Donc oui, c'est la petite voix, c'est l'indicateur, comme quand on s'approche d'une paroi de l'aquarium. Et travailler tout ça tout seul, ça se fait, mais c'est long, c'est douloureux, parce qu'il faut faire l'énorme effort d'aller peut-être faire le tour de l'aquarium, d'aller faire toc-toc de l'autre côté, etc. Faire ça en étant entouré, soit en étant accompagné par des pros, des coachs, des mentors, des énergéticiens, des entraîneurs, peu importe en fait, des gens qui sont passés par là, etc. Soit par juste des pairs, PAIRS, hein, des gens qui nous entourent, qui ont le même genre d'aquarium de près ou de loin, mais qui vont nous aider à faire résonner les facettes que eux ont vues et que nous on n'a pas vues, ou leurs facettes un peu différentes. Ça, c'est juste extrêmement riche. C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure finalement, c'est que toi tu passais un peu ton temps à faire le tour de ton aquarium et essayer de voir les limites. Mais parfois finalement, tu te rends compte que tu peux pas le faire seul. Il y en a, tu te rends compte seul, mais tu es quand même beaucoup accompagné. Et Ouais. notamment, soit pour les dépasser directement comme tu disais, pour même pas passer par la tête, soit, pour prendre conscience déjà que ces trucs-là existent, ou les 2 Oui, d'ailleurs. le mettre dans le viseur. Oui, tout à fait. Et donc, je suis accompagné moi, en permanence depuis 10 ans, avec des profils assez différents, que ce soit en fait, toutes les catégories que je viens de lister, quoi. Ça peut être des coachs, coach plutôt dans la tête, coach plutôt énergétique, si on veut. Ça peut être des mentors, c'est-à-dire des gens qui ont déjà changé d'aquarium plusieurs fois et qui ont même, si on veut, des aquariums d'avance, tu vois, en taille sur moi. Je vais me nourrir auprès de mentors, auprès de formateurs. La personne dont je tiens cet aquarium, c'est rigolo d'ailleurs de raconter ça, parce que la personne dont je tiens cette notion d'aquarium est quelqu'un qui, pour une partie de la population aujourd'hui, déclenche la décharge électrique rien que le fait de nommer son nom, quoi. C'est quelqu'un qui a pris parti de façon assez virulente dans les prises de position gouvernementales sur le Covid. Et, euh, et du coup, ça l'a catégorisé. Donc, pour beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui, il est juste plus audible parce que il a pris parti, etc. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a changé la vie, quoi. Il m'a accompagné pendant des années. Il s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur. C'est un Belge qui est émigré au Canada, qui, est, euh, qui a une connaissance du développement personnel et des mécaniques de développement personnel et des mécaniques de l'aquarium qui est extrêmement avancée. Enfin, je connais personne en fait qui a une telle connaissance de ces mécaniques-là que lui. C'est dingue. Enfin, j'ai suivi ses formations, quoi. Donc c'est avec des gens comme ça, quoi. Moi j'appelle ça, pour certains d'entre eux, j'appelle ça mes géants, parce que c'est des gens effectivement qui ont fait un tel chemin avant moi que je me juge sur leurs épaules et puis je fais un bout de chemin depuis leurs épaules. Je trouve ça extrêmement constructif de m'appuyer sur des gens comme ça. Là où ça peut devenir toxique, c'est quand on a une espèce de monomanie avec un seul géant qui devient notre espèce de guide suprême, et là ça tourne en gouroutisation, et là c'est pas bon. Donc se faire accompagner, c'est la base, hein. Ta vie commence le jour où tu te fais accompagner
Je le répète un peu en boucle depuis que j'ai lu cette phrase ces derniers mois. Je vais faire un petit warning du coup, et un petit clin d'œil au podcast précédent sur la petite voix, parce que tu viens de parler de Jean-Jacques Crèvecoeur et donc de tout ce que ça pouvait, provoquer. Et là, il y a la petite voix, dénigrement du coup. La petite voix qui va utiliser le dénigrement de: «Non, non, mais de toute façon, ce type-là, il a pris position et je suis pas d'accord avec ce qu'il véhicule, donc tout le reste, je peux pas l'entendre». Effectivement. Et sur ce personnage-là, sans épiloguer, mais bon, il se trouve que c'est quelqu'un que je connais très bien parce que c'est devenu un client. Donc aujourd'hui, je ne travaille plus avec lui, mais ça reste quelqu'un que j'estime énormément, avec qui j'échange. Et, c'est quelqu'un dont j'ai pris le temps d'aller faire le tour de son aquarium. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, voilà, j'ai pris le temps d'aller inspecter son aquarium. Et c'est ce que je fais en fait avec tous les géants sur lesquels je monte. C'est-à-dire, je suis en permanence en exploration de leur aquarium. Et en fait, tant que j'ai pas trouvé les limites du géant en question, je suis extrêmement vigilant pour savoir, mais est-ce que ce qu'il me présente comme étant un schéma universel, est-ce que réellement c'est universel, ou est-ce que c'est juste dans son système de croyance que ça fonctionne, ou est-ce que ça commence, ou est-ce que ça s'arrête. Voilà, donc c'est ce qui me permet d'être extrêmement à l'aise avec quelqu'un comme ça, même si devenu polémique entre-temps, parce que je sais exactement le niveau de cohérence qu'il a, je sais ses limites, ses failles aussi, et très bien, je prends tout ça en considération, quoi. Excellent. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ça? Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Je crois, c'est une image que j'utilise pas depuis très très longtemps. Cette image de l'aquarium, ça fait 1 an. Et je suis quand même surpris par la puissance. Enfin, quand je parle de cette image-là, je suis surpris par la facilité avec laquelle les gens se l'approprient, sont capables de l'utiliser et du coup mettre ça vraiment dans leur panoplie pour être capable de s'observer beaucoup plus facilement et de changer leur comportement beaucoup plus facilement. Et donc j'invite vraiment ceux qui nous écoutent là, à mettre cette image-là au milieu de différents cercles dans lesquels ils évoluent. Donc au milieu de leur famille, au milieu de leur couple. Dire bah voilà, j'ai compris qu'en fait on avait sans doute chacun notre aquarium dans le couple et c'est ok. Et ce qui est un peu compliqué, c'est quand on n'en a pas conscience et quand on vient se taper aquarium contre aquarium comme ça, mettre ça au milieu de la relation avec les enfants, mettre ça au milieu de la relation avec les parents, mettre ça au milieu de la relation avec les personnes avec qui vous bossez, éventuellement même avec vos clients en fait. Et ça donne une poignée dont il est extrêmement facile de se saisir après pour fluidifier les relations et pour faire toc-toc de façon assez fluide, bienveillante, sympathique sur l'aquarium. Juste faire ça en fait. Poser cette image-là, ça aide déjà énormément et c'est un bon point de départ. Super, merci beaucoup. Merci à toi pour cette conversation. On arrive du coup à la fin de ce podcast. Est-ce que tu veux faire ton petit check-out? Mon petit check-out, je suis ravi d'avoir partagé sur ce sujet. C'est des sujets qu'on n'a pas encore embarqués en fait dans les programmes de Libérer la bête. C'est des sujets que j'ai beaucoup utilisés dans le podcast Génération Do It Yourself, qui a eu un gros écho, et j'ai reçu sur les plus de 1000 retours que j'ai reçus, il y a eu énormément de gens qui m'ont dit mais cette image de l'aquarium c'est dingue, c'est hyper parlant. Et donc je suis vraiment ravi de continuer à la diffuser cette image-là parce que je pense que c'est un outil vraiment très très accessible, même à des gens qui ont très peu travaillé sur eux. Et pour des gens qui ont déjà travaillé sur eux, ça permet d'accélérer le mouvement. Voilà, mon check-out, j'étais ravi de faire ce partage. Super, merci. Moi, mon check-out, mais j'aime toujours autant effectivement ces échanges. J'aime bien parce que ça remet en perspective des choses qu'on utilise au quotidien, et puis, à force que ce soit intégré, on n'y réfléchit pas forcément, sur tous les aspects de notre vie. Donc ça remet les choses en perspective. Donc moi, ça m'a permis de revoir mon approche du coaching, ce qu'on fait finalement, chez Libérer les bêtes avec nos clients. On a un rôle important avec l'aquarium de nos clients. De manière générale et puis après dans la vie perso et cetera. Donc j'adore partager, j'adore ce que j'en retire personnellement aussi. Donc merci beaucoup Nicolas pour cet échange. Merci aux personnes qui nous ont écoutés, d'être allées jusqu'au bout de ce podcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous faire des suggestions, si vous en avez. À très bientôt. À très bientôt.